Défis imprudents, erreurs tragiques ou actes horrifiques, peu importe le cas, ces histoires révèlent comment les objets les plus anodins peuvent causer les plus grandes tragédies. Rejoignez-nous pour découvrir comment ces vices se sont terminés de manière des plus inattendues. Un après-midi de mai 2015, Wong Xiu-fing, 47 ans, et sa fille de 16 ans, Lily Cao Liling, entreprirent ce qui aurait dû être un trajet ordinaire pour aller chercher les autres enfants de Wong à l'école. La famille vivait dans un quartier paisible de Mount Shan, à Hong Kong. Mais à la maison, les choses étaient loin d'être paisibles. La dynamique familiale devenait de plus en plus tendue, notamment entre Wong et son mari, Cao Kim-sun. Ce jour-là, mère et fille quittèrent leur domicile à bord de la Mini Cooper jaune de Wong pour aller chercher les frères et sœurs de Lily à l'école. L'aide familiale les vit partir vers 14 h empruntant la route Secha. Leur trajet devait être bref, seulement 1,6 km jusqu'au terminal de bus. À 14 h 14, Lily envoya un message léger à une amie, plaisantant sur l'école. Ce fut le dernier message qu'elle envoya. 30 minutes plus tard, un jogger découvrit leur voiture garée à un arrêt de bus. À l'intérieur, Wong et sa fille étaient affaissées et inconscientes. Les secours les transportèrent en urgence à l'hôpital Prince of Wales, mais il était trop tard. Wong et Lily furent déclarées mortes, victimes d'une intoxication sévère au monoxyde de carbone. Les enquêteurs étaient perplexes. Ils savaient que la mère et la fille étaient mortes d'une exposition à un gaz mortel, mais la voiture elle-même était en parfait état. Aucun défaut n'était apparent. La police de Hong Kong, avec l'aide des ingénieurs de Bavarian Motor Works en Allemagne, examina minutieusement le système de ventilation de la Mini Cooper. Lorsque toutes les pistes échouèrent à expliquer la source du gaz, l'affaire s'enlisa. Ce n'est que des mois plus tard que les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, grâce à un détail apparemment anodin, un ballon de yoga gris dégonflé dans le coffre de la voiture, étrangement dépourvu de son bouchon. La simple question de savoir pourquoi il manquait un bouchon ouvrit la porte à l'une des affaires criminelles les plus glaçantes de Hong Kong. Les détectives apprirent que le mari séparé de Wong, Cao Kim-sun, était un professeur associé respecté en anesthésiologie. L'homme était de toute évidence brillant, mais sa vie personnelle était profondément troublée. Cao entretenait une liaison avec une étudiante plus jeune et s'était éloigné de Wong, son épouse. Ils restaient ensemble uniquement pour le bien de leurs enfants, mais leur relation s'était transformée en ce qui était décrit comme un partenariat commercial. En vérité, Cao voulait éliminer sa femme de sa vie. La police trouva des preuves reliant Cao à l'acquisition de monoxyde de carbone. Sous prétexte de recherche, il avait demandé du gaz pour des expériences à l'université et l'avait ensuite ramené chez lui. Au fil du temps, les investigations révélèrent toute la perversité de son plan. Un collègue témoigna que Cao lui avait demandé de l'aider dans des expériences impliquant du monoxyde de carbone. À une occasion, le collègue vit Cao remplir 2 ballons de yoga avec du gaz, dont l'un fut plus tard identifié comme celui trouvé dans la voiture de Wong. Les experts confirmèrent que de tels ballons pouvaient contenir et libérer lentement du monoxyde de carbone s'ils étaient laissés ouverts, créant un environnement mortel dans un espace clos comme une voiture. Cao nia toute implication dans la mort de sa femme et de sa fille. Il affirma avoir ramené le gaz chez lui pour résoudre un problème de rongeurs et suggéra que le ballon de yoga aurait pu être utilisé par Lily pour tuer des insectes. La défense argua également que Cao avait un alibi, ayant quitté son domicile pour un séminaire des heures avant l'incident. Les procureurs rétorquèrent que le ballon de yoga placé plus tôt pouvait encore maintenir des concentrations mortelles de gaz pendant des heures. Les tests montrèrent que la concentration de monoxyde de carbone à l'intérieur de la Mini Cooper atteignait au moins 7000 parties par million, suffisant pour incapaciter et tuer en quelques minutes. Le procès de Cao débuta en 2017. Les procureurs dressèrent le portrait d'un meurtre calculé et délibéré, motivé par le désir de Cao de mettre fin à son mariage malheureux. Les décès, selon eux, lui permettraient d'hériter des propriétés en copropriété et de poursuivre pleinement sa liaison. La mort de Lily soulevait des questions troublantes, avec certaines preuves suggérant que Cao avait demandé à Lily de rester à la maison ce jour-là. Amis et famille décrivirent le lien étroit entre Cao et sa fille, amenant certains à spéculer que sa mort aurait pu être un dommage collatéral involontaire. Le jury déclara Cao coupable de meurtre en 2018 et il fut condamné à la réclusion à perpétuité. L'affaire, surnommée le meurtre au ballon de yoga, devint tristement célèbre non seulement pour son ingéniosité macabre, mais aussi pour sa profonde tragédie émotionnelle. Les autres enfants de Wong, désormais privés de leur mère et de leur sœur, faisaient face à une perte inimaginable. Pour Wong et Lily, ce qui aurait dû être un trajet ordinaire s'était transformé en un piège mortel, orchestré par la personne en qui elles avaient le plus confiance. Wong Xiu-fing
est rappelée comme une mère attentionnée qui a consacré sa vie à ses enfants. Lily était une adolescente vive et pleine d'esprit dont la vie a été bien trop écourtée. Nous sommes en 1989 et un homme surnommé Death Wish s'apprêtait à prouver pourquoi il méritait ce surnom. À 23 ans, Death Wish était un peintre écossais connu pour ses cascades dangereuses et imprudentes. Le jeune homme s'adonnait souvent à des comportements extravagants, des activités que la plupart d'entre nous n'oseraient jamais imaginer. Son vrai nom est perdu, ou peut-être n'a-t-il jamais été rendu public. Mais ses exploits étaient tristement célèbres parmi ses amis et les habitants locaux. Connu pour briser des verres dermis sévères sur sa tête, avaler des objets tranchants comme des clés et du verre, et réaliser des tours mettant sa vie en danger, il était décrit par la police comme étant en bonne santé physique mais d'une faible intelligence. Une description sévère peut-être, mais c'est cette combinaison de robustesse et d'imprudence qui fit de lui une figure de fascination morbide. Parmi son vaste répertoire de cascades stupéfiantes, une se démarquait, avaler et régurgiter une boule de billard. Une nuit fatidique de 1989, Death Wish passa des heures à boire abondamment dans un pub local. Après l'heure de fermeture, le propriétaire du pub décida de défier les horaires légaux et réadmit Death Wish et ses amis. Mais au fil de la soirée, le peintre se tourna vers son tour signature, une performance que ses compagnons avaient déjà vue de nombreuses fois. L'acte consistait à manœuvrer une boule de billard jusqu'au fond de sa gorge, à la maintenir brièvement, puis à la régurgiter. Cela était devenu un tour de fête, un moyen d'amuser ses amis. Peut-être était-ce la façon pour le jeune homme d'augmenter son statut social. Cette fois, cependant, il opta pour une boule blanche de billard au lieu d'une boule de billard standard colorée. La différence était subtile mais significative. La boule blanche, utilisée dans les jeux de billard, mesure 4,75 cm de diamètre, légèrement plus petite que les 5,03 cm d'une boule de billard standard. Bien que cette différence de taille semble négligeable, elle réduit considérablement le volume de la boule, la rendant parfaitement adaptée pour se coincer dans la gorge. À son insu, la boule blanche était un choix catastrophique. Il plaça la boule dans sa bouche et entama le processus familier. Cette fois, cependant, il montra rapidement des signes de détresse. Pris de panique, il sortit du pub et se précipita dans la rue. Son visage devint bleu alors qu'il luttait pour respirer, la boule fermement coincée dans son pharynx. Ses amis tentèrent de l'aider, parvenant à mettre leurs mains dans sa bouche, mais la boule ne bougea pas. Quelques instants plus tard, une ambulance arriva. L'équipe médicale tenta d'insérer un tube respiratoire pour rétablir la respiration, mais l'obstruction était trop sévère. En l'espace de 15 minutes, après avoir avalé la boule blanche, le jeune homme succomba à l'asphyxie. L'équipe d'ambulanciers le déclara mort sur place. Une autopsie révéla la cause précise du décès. La boule blanche était si étroitement coincée dans sa gorge qu'elle obstruait complètement ses voies respiratoires. Le diamètre et le volume réduit de la boule blanche comparé aux boules de billard standard créèrent les conditions parfaites pour une telle obstruction, transformant une cascade autrement survivable en une erreur fatale. Alors que les tours de Death Wish avaient autrefois fait de lui une figure d'humour noir, sa mort sert de rappel sombre de la fine ligne entre bravade et tragédie. Aujourd'hui, son histoire perdure comme un avertissement des conséquences fatales de la prise de risques imprudentes. En 2013, Sida Osman était un garçon de 5 ans né de parents réfugiés somaliens à Fort Worth, au Texas. Bien que sa famille ait fui la violence et l'instabilité en Somalie, la vie de Sida aux États-Unis était pleine d'espoir. Il devait commencer la maternelle à l'automne et vivait dans une communauté soudée de familles somaliennes qui se soutenaient mutuellement. Sida passait souvent ses journées à faire du vélo et à jouer avec les enfants du quartier près de leur complexe d'appartements. Un soir de juin, vers 18h, la mère de Sida l'appela pour qu'il rentre à la maison. Le petit garçon, désireux de continuer ses aventures, monta sur son vélo et pédala au loin. Cependant, des heures plus tard, Sida n'était toujours pas rentré. Submergé par l'inquiétude, ses parents signalèrent sa disparition à 22h30, déclenchant une vaste opération de recherche. La police, aidée par des unités canines, des hélicoptères et des officiers de montée, fouilla le quartier toute la nuit. Malgré leurs efforts, aucune trace du petit garçon ne fut trouvée. Sida restait introuvable. Le lendemain, vers 13h, un passant fit une découverte macabre. Le corps sans vie du petit garçon fut retrouvé sous un arbre dans le jardin d'une maison abandonnée, à seulement un pâté de maison de l'endroit où Sida vivait. Le médecin légiste du comté de Tarrant détermina que la cause du décès était un traumatisme crânien.
La tragédie envoya une onde de choc à travers la communauté somalienne, qui se rassembla pour pleurer la mort de Sida et réclamer justice et des réponses. Il ne fallut pas longtemps aux enquêteurs pour trouver leur principal suspect, un garçon de 13 ans du même quartier. Des témoins rapportèrent avoir vu Sida avec l'adolescent dans le jardin de la maison abandonnée peu avant sa disparition. L'adolescent, dont le nom reste confidentiel en raison de son âge, avait un passé de comportement violent et erratique. Il était connu comme un fauteur de troubles, impliqué dans des vols, des altercations physiques et même des menaces de violence. Son père avait quitté la famille et l'adolescent était resté sous la garde de sa mère. Mais, selon des sources, l'adolescent était physiquement violent même envers sa mère. Selon la police, l'adolescent s'était irrité contre Sida qui lui demandait avec insistance de l'emmener au magasin. Dans un accès de rage, l'adolescent utilisa une boule de bowling de 14 livres pour frapper Sida à la tête, décrivant l'acte comme similaire à un lancer de ballon de football. Lorsque Sida tomba, l'adolescent l'aurait chevauché et l'aurait frappé une seconde fois, blessant mortellement l'enfant. De manière choquante, l'adolescent montra plus tard le corps de Sida à 3 amis qui le supplièrent d'appeler à l'aide, mais il refusa. Des heures après le meurtre, l'adolescent mentit même à la mère de Sida lorsqu'elle lui demanda s'il avait vu son fils. Les tendances violentes de l'adolescent étaient bien documentées. Rick Stokes, fondateur du Stokes Christian Boys Home, le décrivit comme rempli de rage et de colère. Sa mère avait du mal à contrôler son comportement malgré ses tentatives d'obtenir de l'aide et des médicaments. Les conséquences de la mort de Sida furent marquées par un chagrin profond et une quête de réponse. La famille de Sida peinait à comprendre pourquoi quelqu'un ferait du mal à leur enfant innocent. Leur douleur remplissant la salle d'audience alors que l'affaire se déroulait. L'adolescent finit par plaider coupable de meurtre avec préméditation, acceptant un accord de plaidoyer qui le condamna à 23 ans de prison. Il s'adressa en larmes à la famille Osman. Malgré ses excuses, la perte dévastatrice de Sida laissa un vide irremplaçable dans la vie de ceux qui le connaissaient. La mort de Sida mit également en lumière des défaillances systémiques. Les troubles mentaux de l'adolescent avaient conduit à des hospitalisations répétées, mais des solutions à long terme restaient hors de portée. Les tentatives de sa mère pour obtenir de l'aide furent confrontées à des solutions temporaires qui s'avérèrent insuffisantes à long terme. Pour la famille de Sida, le chagrin reste une réalité durable. Une vie vibrante, pleine de promesses, fut tragiquement écourtée, laissant une communauté aux prises avec l'absurdité de sa perte. Le 8 novembre 2021, Harry Byrne, originaire de Kilkenny en Irlande, était à l'école. Âgé de 13 ans, Harry était un adolescent brillant et plein d'énergie, avec un amour inébranlable pour le sport, en particulier le hurling. Connu pour son sourire contagieux et sa nature bienveillante, Harry était décrit par sa famille et ses amis comme un jeune homme exceptionnel. Sa passion pour le hurling, un sport profondément enraciné dans sa communauté, se reflétait dans ses nombreuses réussites. Harry avait récemment remporté 2 championnats départementaux des moins de 13 ans et avait été sélectionné pour des essais avec l'équipe de développement du comté de Kilkenny. Un honneur significatif pour le jeune athlète et sa famille. Cet après-midi de novembre, cependant, les choses prirent une tournure dévastatrice pour le garçon de 13 ans. C'était l'heure du déjeuner au St. Kieran's College de Kilkenny. Harry Byrne jouait au hurling avec ses amis, profitant du sport qu'il aimait tant lorsqu'une tragédie survint. Un sliotard, une balle en cuir dur, utilisée dans le hurling, frappa Harry à la gorge. Au départ, le garçon affirma qu'il se sentait bien qu'il ait eu mal à la tête. Puis en quelques instants, il s'effondra. Un enseignant superviseur, Simon Reddy, fut alerté par l'un des garçons et accourut sur les lieux. Harry fut retrouvé à environ 20 mètres derrière le poteau de but en position de récupération, entouré d'un groupe de ses camarades de classe. Les services d'urgence furent appelés et Harry fut transporté à l'hôpital général Saint-Luc de Kilkenny. Malgré son transfert vers un hôpital de Dublin pour des soins supplémentaires, il succomba à ses blessures le lendemain, laissant sa famille, ses amis et sa communauté dans un profond chagrin. L'examen post-mortem révéla l'ampleur des dommages causés par le sliotard. L'impact causa une blessure catastrophique, déchirant une artère de son cou et entraînant une hémorragie interne fatale dans son cerveau. La déchirure de l'artère carotide de Harry, un vaisseau sanguin vital alimentant le cerveau, fut considérée comme une blessure exceptionnelle, extrêmement rare et dévastatrice. Tim Keeley, coroner du comté de Kilkenny, souligna lors de l'enquête qu'un casque, même porté, n'aurait pas pu prévenir sa mort étant donné la nature et l'emplacement de la blessure. Toute la communauté ressentit l'impact de la perte de Harry. Des hommages affluèrent de toute l'Irlande avec d'innombrables messages exprimant leur tristesse et leur soutien à sa famille en deuil. Les parents de Harry, Fergal et Annette, ainsi que ses frères et sœurs Jake, Amy et Sam, le décrivirent comme un garçon avec un cœur en or.
Son club local de l'association athlétique gaélique Young Ireland se souvint de lui comme un joueur talentueux et passionné, aimé de tous. Le Kilkenny Rugby Football Club, où Harry jouait au rugby, partagea ses sentiments, le qualifiant de « fantastique jeune garçon avec une personnalité plus grande que nature ». Des centaines de personnes se réunirent à son enterrement pour lui rendre hommage, y compris des camarades de classe, des coéquipiers et des représentants de nombreuses organisations sportives. Le cercueil de Harry, décoré de son maillot Young Ireland, fut porté dans l'église au milieu d'une haie d'honneur formée par ses camarades d'école et ses amis sportifs. Le prêtre paroissial, le père Patrick Dalton, prononça un discours émouvant lors de la messe de Requiem, réfléchissant sur l'ampleur de la perte. Il déclara que lorsqu'une personne si jeune mourait de manière inattendue, aucun mot ne pouvait apaiser la douleur. La disparition de Harry Byrne est d'autant plus tragique étant donné son jeune âge. Sa mort rappelle également la fragilité de la vie et les risques imprévisibles inhérents aux activités les plus ordinaires. Mais la mémoire de Harry perdure. Linda Goldblum, une grand-mère de 79 ans et fervente supportrice des Dodgers, était une femme pleine de vie et de joie. En célébrant son récent anniversaire et son 59e anniversaire de mariage avec son mari Erwin, Linda avait toujours chéri les plaisirs simples de la vie. La famille, l'amour et le baseball. Titulaire de billets de saison des Dodgers depuis longtemps, elle avait partagé d'innombrables moments au stade avec Erwin, leurs sorties étant souvent passées à encourager leur équipe depuis les gradins. Ce soir d'été, du 25 août 2018, devait être comme les autres. Ce soir-là, les Dodgers affrontaient les Padres de San Diego dans un match disputé. Linda, accompagnée d'Erwin, de son frère Michael et de sa belle-sœur Eve, avait les sièges parfaits. Troisième rangée du niveau loge, légèrement décalée du côté de la première base par rapport au marbre. Habillée en bleu des Dodgers, elle encourageait avec enthousiasme et profitait de l'atmosphère alors que le match s'étirait jusqu'à la 9e manche. L'excitation reflétait sa passion pour l'équipe qu'elle aimait depuis des décennies. Mais alors que la dernière manche débutait, la tragédie frappa. Lors du début de la 9e manche, le frappeur des Padres, Franmil Reyes, dévia un lancer du closer des Dodgers, Kenley Jansen. La balle s'envola en arrière à une vitesse terrifiante, une tache blanche qui franchit les filets de protection et frappa Linda du côté droit de la tête. Les témoins décrivirent cela comme un éclair, ne laissant aucun temps de réaction. L'impact fut si violent que la balle rebondit jusqu'à la rangée supérieure avant de heurter le torse de Michael, puis finit plusieurs rangées plus loin. Linda s'affaissa immédiatement dans son siège, poussant Erwin, assis à ses côtés, à se pencher sur elle avec inquiétude. Il lui demanda si elle allait bien, mais sa réponse brève, indiquant que ce n'était pas le cas, fut ses derniers mots. Les huissiers arrivèrent rapidement et les techniciens médicaux d'urgence la transportèrent au centre médical Los Angeles County University of Southern California. Dans l'ambulance, Linda vomit, signe de la blessure catastrophique qu'elle avait subie. Une chirurgie d'urgence fut effectuée pour soulager la pression sur son cerveau, mais elle ne retrouva jamais connaissance. Pendant 3 jours, elle resta sous ventilateur, non réactive, sauf pour un léger mouvement de doigt lorsqu'on lui demanda son nom. Le 28 août, sa famille se rassembla à son chevet, partageant des souvenirs et lui disant adieu avant de respecter ses souhaits de ne pas être maintenue en vie artificiellement. Linda Goldblum s'éteignit le lendemain matin. Le rapport du médecin légiste indiqua que la cause du décès était une hémorragie intracrânienne aiguë, due à un traumatisme contondant. Malgré l'ampleur de la tragédie, l'incident ne reçut aucune couverture médiatique à l'époque. Le moment où la balle frappa Linda ne fut pas télévisé et les Dodgers ne firent aucune reconnaissance publique jusqu'à ce qu'ils soient pressés par ESPN 6 mois plus tard. Leur déclaration brève exprimait des condoléances et révélait que l'affaire avait été réglée avec la famille Goldblum. Aucun autre détail ne fut fourni. Pour Erwin et sa famille, les conséquences furent un mélange de chagrin profond et de frustration. Bien que la famille ait choisi de ne pas engager de poursuites judiciaires en raison de la règle du baseball protégeant les équipes de la responsabilité en cas de blessures causées par des balles déviées, elle resta déterminée à prévenir des accidents similaires. La fille de Linda, Jana Brody, plaida publiquement pour un élargissement et une élévation des filets de protection dans les stades de la Major League Baseball. Au moment de la mort de Linda, la Major League Baseball avait récemment recommandé d'étendre les filets jusqu'aux extrémités des bancs, mais cela ne suffisait pas. Incitées par le tollé public dès le plaidoyer de famille, comme celle des Goldblum, les équipes, à travers la ligue, commencèrent à augmenter davantage la hauteur et la couverture des filets. 1 an après la tragédie, les Dodgers élevèrent leur filet de 8 pieds, un petit mais significatif pas vers une meilleure sécurité des supporters. La mort de Linda Goldblum n'était que la 2e fatalité causée par une balle déviée dans l'histoire de la Major League Baseball, suivant celle de Alan Fish, âgé de 14 ans, également au Dodger Stadium en 1770.